s'éloigne, là. C'est bon. Oh, j'ai peur, là, on s'en va loin. Nous faisons une petite visite. Vous m'emmenez? Au bord de l'eau, nous allons. You go straight or you turn on left? What do you do? Yeah, yeah. And et What street is this? Ah, yes. It's cosmopolitan, eh? Au 2000, la comprenez-vous? En tout cas, Ozone ce soir vous propose non pas un, non pas deux, mais trois sujets. Premier sujet, les arts électroniques. Et si vous les comprenez, vous êtes bien les seuls. Deuxième sujet, Trailer Vision. Des copains, l'internet, alors lancez-vous. Et le dernier sujet, c'est Texantris, l'histoire du mécénat d'art à Montréal. Mais d'abord, les arts électroniques. Alors, que le show commence! Trouver une définition des arts électroniques, c'est pas une sinécure, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Et depuis que le terme existe, je pense que les gens tentent de le définir. Il faut savoir que l'art électronique naît surtout, évidemment, de la part des ordinateurs, donc du numérique. Le numérique contamine, en fait, toutes les formes d'art. Alors, quand on pense art électronique, on a tendance à penser CD-ROM, multimédia, on a tendance à penser ce qui se trouve dans l'ordinateur, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. Les arts électroniques, c'est de trouver de nouvelles formes, de nouveaux supports. En France, les arts électroniques ont été longtemps un petit peu confinés dans les institutions, les universités, un petit peu dans un ghetto d'intellectuels. Mais je dirais que depuis quelques années, les arts électroniques deviennent beaucoup plus populaires et principalement grâce à la musique. C'est la scène électronique ou musicale qui est un petit peu la locomotive des arts électroniques en France et en Europe d'ailleurs. Jusqu'au 20e siècle, on est habitué à une certaine linéarité, c'est-à-dire qu'on a un personnage principal qui a une quête, il finit sa quête par la conclusion. Donc on raconte une histoire. Les arts électroniques redéfinissent aussi cet aspect-là. Il n'y a pas nécessairement d'histoire, on fait plus appel aux émotions, aux ambiances, à ce que le corps va ressentir. My name is Franklin Joyce, and the name of the installation is Remember When We Thought Television Was Flat in the Center of the Universe. It's a collaboration with Gerard Sudakawa. Je m'appelle Cécile Babiol et avec Fred Bigot, nous vous proposons une installation qui s'appelle Reality Dub. 9 à 5, c'est une fiction interactive à caractère satirique, je dois dire. On a décidé de faire une mini-critique du marché du travail. Reality Dub, c'est une installation qui prend place dans un autobus un petit peu spécial, qui est équipé de capteurs, c'est-à-dire de caméras et de micros. C'est un autobus qui est destiné à faire un tour dans Montréal. Et les caméras et les micros captent les sons et les images du paysage réel de Montréal. Ces sons et ces images sont retraités par nos machines. Nous remixons les sons et les images du paysage de Montréal. Et les spectateurs sont assis à l'arrière. Ils sont dans une espèce de bulle enfermée en quelque sorte. Il y a un système de son et des moniteurs qui leur retransmettent le paysage audiovisuel que nous avons refaçonné, transformé à notre manière. Alors le concept de cette installation est
proposition de réflexion sur la réalité et la perception. C'est-à-dire que la réalité n'est pas unique et objective, mais selon moi est fragmentée, subjective, diverse. La réalité est même une illusion, on peut dire. La réalité est toujours changeante, ça c'est sûr, mais nous aussi, on répond à ce changement perpétuel de la réalité par une performance qui, elle aussi, est sans cesse renouvelée. Et chaque performance est unique. Vous n'avez pas été trop ballotté? Cette unicité qui, à mon avis, fait un des intérêts de cette installation. The installation is an immersive environment with multiple screens and multiple images and multiple viewpoints that experiments with new ways to relay theme, mood, and loose narratives. Just using these essential elements, you walk through the space and you see a loose narrative taking place, and you might not exactly know what's happening, but you feel in the midst of something dramatic. My goal is that they walk into it and just feel the space first, instead of want to deconstruct it and figure out how it works. I want them to be taken over by the feel and the mood more than the trick. Vulnérable, nu et sans expérience, voilà la dure réalité de ce jeune gradué. Martin se retrouve nu, avec son diplôme en main, comme seul appareil, dans toute sa nudité finalement. Puis on doit le projeter dans des univers. Martin peut se retrouver pigiste, il peut se retrouver stagiaire. Et contrairement à la vraie vie, il doit se mouler à son environnement. Et puis Martin rencontre dans son univers plein de gens, une trentaine en tout. Et puis on ne peut pas tous les voir dans une même joute. Ça dépend de nos choix. Au bas de l'écran, il y a toujours des pensées qui défilent, puis on choisit ce que Martin va extérioriser. On peut jamais s'imaginer. En multimédia, peu importe ce qu'on fait, un site web, même si on navigue sur le web, on a l'impression que ça va prendre 1 heure, puis on se ramasse 5 heures plus tard, on regarde là, déjà. Je suis assez surprise que justement, quelques mois plus tard, on l'a terminé au début mai, il fonctionne encore, puis il se promène. On va faire partie de plusieurs festivals. Pour l'instant, on est encore dans une période de naissance on ne sait pas encore vraiment où ça va aller. C'est-à-dire que quand on compare avec le cinéma, les outils du cinéma ont assez peu changé, se sont très vite stabilisés. Les outils informatiques se développent encore aujourd'hui même. Donc je pense qu'on n'est pas encore très capable de voir l'avenir. Le côté simplement ludique, il y a beaucoup de gens qui me diraient, un producteur me dirait, ben oui, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça me donne? Ça m'apporte quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, mais t'as pas de règles. T'explores. Puis l'exploration, je pense pas que ça soit vendable. De où ça s'en va? Moi, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de plus biologique. Et art électronique, encore, je trouve que c'est quelque chose qui sonne froid, qui fait machine, qui fait électrique. Cependant, il faut savoir qu'entre l'ordinateur et nous, il y a des similitudes. Quand on parle de système nerveux, de pulsations, et c'est cette intégration entre l'ordinateur et notre corps et les sens qui vont changer, je pense, beaucoup les formes d'art. Alors, les artistes explorent de plus en plus donc, cette relation entre le corps et les nouvelles technologies et comment cela va déboucher sur une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de percevoir le monde. Je pense que l'avenir des arts technologiques est humide.
que les artistes québécois sont moins conscients des questions politiques qu'autrefois. Je me demande si les institutions qui aident le cinéma dans le pays, comme les Films Canada, ne sont pas plus branchées sur une industrie que sur un cinéma qui va se chercher dans les entrailles, dans le cœur, qui se fait avec sa rage, ou avec son enthousiasme. Je pense que on essaye trop de vouloir faire une industrie un peu à la traîne des Américains. J'ai rencontré un créateur génial qui s'amuse à réaliser des bandes annonces de films qui n'existent pas. Et en plus, ce n'est pas pour la télévision. Moi, je l'ai appris en travaillant en télévision. Il me disait toujours simplifier. Il faut parler à le gars qui a fait le plus de calls dans votre audience. La personne qui a bu le plus, qui est juste un petit peu conscient. Et qu'on va gagner. Le plus stupide qu'on est, le plus qu'on gagne. L'exemple, c'est Baywatch. Baywatch est peut-être l'émission la plus stupide au monde. Et c'est l'émission qui est le plus grande. Alors là, mon kit pour regarder la télévision moderne, des fois quand je regarde Baywatch, je prends un peu de colle, testers, et moi je l'ai testé personnellement, c'est très bon. Et je le mets dans le sac et j'aspire un peu. Et là, tout devient clair. La télévision est exactement à le même niveau que moi et je me sens bien dans la peau. Eat this. L'Internet, c'est un peu l'envers, parce que les idées intelligentes vont gagner à l'Internet. Les choses qui sont différentes, nouveaux, révolutionnaires, attirent le monde. Rex Mirage. Pour expliquer Trailervision peut-être au monde qui sniffe de l'alcool, c'est que quand je vois des films, et en général, je crois que c'est vrai, c'est plutôt les bandes annonces, c'est les previews qui sont les choses les plus intéressantes. Et des fois, dans les bandes annonces, on donne la fin du film. Alors pourquoi voir le film? Et c'est un peu l'idée de Trailervision, que le bande annonce est presque un nouveau médium. On le voit comme un nouveau médium elle-même. À Trailervision, on fait deux choses. Un, c'est qu'on fait du satire sur des films Hollywood spécifiques. Fight Club, Phantom Menace, etc. On prend des films et on fait du satire. L'autre chose, on essaie d'ouvrir des possibilités. C'est-à-dire, c'est possible qu'il y aura un film sur 7 sujets. Un monde contrôlé par des femmes. Un film action, gangster, homosexuel. C'est des films qui ne sont jamais faits. Alors, pour cette raison, notre mission, dans un sens, c'est d'ouvrir la possibilité du film d'une façon assez vite et agressive. They said someday it would happen, and finally it did. The war to end all wars. Men destroyed the earth, and women put it back together. But this time, they made sure it will never happen again. Le projet de Trailervision était premièrement spécial pour Space. C'est la chaîne de science-fiction canadienne. Et là, ce qu'on a fait une demi-heure, mais la demi-heure a été beaucoup censurée. Pour des raisons qu'on n'a pas bien compris. Il y avait 2 trailers, Undercover Homosexual, Evil Jock 2, et il y a un troisième, Girls Rule, qu'ils ont décidé de censurer. Et nous, on les a vus comme peut-être des trailers essentiels de Trailervision. Ils ont été très importants pour nous. What is that? This
This is the story of another world. Men used to rule the world. Girls rule. Alors, on a mis un website sur le web un peu pour montrer qu'on savait que le monde aimait l'émission et pour montrer tous les trailers, même sur les trailers qui ont été censurés. Il y a eu une énorme réaction. On a eu 400 emails dans une semaine. Après ça, il y avait CNN, Entertainment Weekly, MSNBC, tout le monde nous a appelés. Alors, et c'est comme ça, c'est comme une explosion. What was that? No! La raison que j'ai abandonné la télévision, c'est tout simple. On n'a plus de téléspectateurs sur le web qu'on n'avait jamais à la télévision et on est dans presque une centaine de pays. Alors, le choix d'être vu par une petite population dans le Canada anglais ou d'être visionné par des milliers de millions partout dans le monde, tout simplement, c'était le choix. La deuxième raison, c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas de censure. Trailervision, c'est comme un groupe de théâtre, dans un sens. Et on a un groupe de conscience, on a des principes. Ils sont des principes qu'on ne parle pas trop parce que c'est ennuyant. Mais, par exemple, on n'est pas misogyne, on n'est pas homophobique. On essaie de donner voix à le monde qui, normalement, n'ont pas de voix, aux idées qui n'ont pas normalement pas de place, de perceptions qui sont rarement représentées. Alors, il y a une philosophie. C'est une vie, pour moi, supérieure qu'une vie sur la télévision, où je faisais peut-être 3 mois pour trouver de l'argent, 1 mois pour chuter, 6 mois après, on le met sur la télévision et je fais de la publicité. Maintenant, c'est tout vite. On a l'idée, on fait le shoot, on fait le montage, ça sort sur l'Internet, on a la réaction immédiate. Alors, c'est tout immédiat. Et pour moi, je ne sais pas si pour tout le monde, moi, j'aime ça. La chose que je trouve inspirante, c'est qu'au web, une bonne idée va gagner, en général. Dans la télévision, une bonne idée va être mise dans un sac et lancée dans la poubelle. In theaters nowhere. Pensez-vous que nous pouvons être de plus en plus menacés par la culture américaine? Ben oui. Les Américains s'emparent de tous les écrans et ils mettent leurs films là. Ils ont des... Bon, il faut dire qu'ils ont une certaine qualité, entre guillemets, une qualité de toutes sortes de choses. Ils ont des qualités de trucage, ils ont des qualités d'effets spéciaux, et ils ont des qualités de grands comédiens. Et ils ont un très grand cinéma, c'est sûr. Mais on dirait qu'ils ne laissent pas beaucoup de place aux autres. Et je crois qu'il faut continuer à essayer d'imposer des quotas pour, de la même façon qu'on le fait avec la musique, sur les ondes canadiennes, il faut faire la même chose avec le cinéma pour favoriser un cinéma canadien. À l'origine, Excentris était un rêve. Il s'est transformé en projet ambitieux. Il est maintenant une réalité. Ses portes se sont ouvertes le 2 juin 1999. Ses créateurs souhaitent que ce centre ne cesse jamais de s'impliquer dans la révolution de l'image.
Excentris a été financé par l'une des compagnies de Daniel Langlois, le célèbre mécène québécois, reconnu pour sa contribution majeure dans le domaine des effets spéciaux par ordinateur. Ce prophète des nouvelles technologies a-t-il conçu Excentris grandiose comme une cathédrale? La conception même du bâtiment, si on l'examine un peu, cette ruelle qu'on a, qui est un lien là, qui nous amène vers les 3 salles de cinéma, c'est une espèce d'espace qui amène les gens comme pour aller voir, si on veut, l'art. Cet espace-là est très sobre, il est très monochrome, aucune couleur, et c'est les images qui font la couleur dans le bâtiment. La pierre, le granit, l'acier, ce sont des matériaux qui sont très nobles. On ne voulait pas que l'architecture prenne le dessus sur ce qui se passe dans l'immeuble. On voulait que le bâtiment soit vivant par les personnes qui vont l'occuper, puis par les gens qui vont s'en servir. Qui sont-elles, ces caissières protégées derrière leur hublot cathodique? Des poissons d'aquarium, des stars éphémères ou des charmeuses de pipe show? À l'époque du clonage des grands complexes cinématographiques, Excentris est un refuge pour le cinéma indépendant et expérimental. 2 des 3 salles de projection peuvent aussi se transformer en quelques minutes en salle d'exposition ou pour les arts de la scène. Disons, ma propre vision d'Excentris, ça a été un challenge qu'on ne pouvait pas refuser, de réussir à faire un complexe où on va mélanger beaucoup de domaines, autant le cinéma, l'audio, la vidéo et évidemment les contrôles. Et beaucoup de systèmes que des fois ne sont pas agencés pour être ensemble. C'est ce qui compliquait un peu et beaucoup l'ingénierie en arrière de ça. Les salles sont déjà prévues câblées pour l'avenir. Donc, on a prévu de la fibre optique un peu partout. Le câblage va être permanent, tout va être simple. Parce qu'on prévoit que dans 2 ans, le mouvement de la HD télévision va être tellement en place qu'on n'aura pas le choix d'adapter le tout. Le lien de la fibre optique va permettre de transférer l'information dans un autre édifice équipé de la même façon et faire une projection du film tourné en HD TV sans avoir à faire le transfert en pellicule cinématographique. Excentris abrite aussi sur ses 5 étages des studios de production, de post-production, ainsi que des bureaux d'organismes à but non lucratif dédiés au cinéma et aux nouveaux médias. Car Daniel Langlois encourage d'autres artistes visionnaires qu'il parraine à travers sa fondation. Depuis l'an passé, il distribue des bourses à des projets d'avant-garde, d'ici et d'ailleurs, qui peuvent toucher les arts, la science et les nouveaux médias. Alors, la Fondation a des possibilités d'intervenir financièrement pour que des explorations, des expérimentations et des recherches puissent avoir lieu, qui mettent ensemble des artistes, des chercheurs, des scientifiques, des technologues. Des connexions parfois se font, mais qu'est-ce qui manque? Il manque la plupart du temps du fric. Notre activité ne se borne pas à financer des choses ici à Montréal. On a donné des argents à des organisations en Australie, à des artistes en Allemagne. On avait des demandes de partout. On en avait de Moscou, de Cuba. Moi, je souhaiterais qu'Excentris, incluant la Fondation qui a son siège social ici à Excentris, qu'Excentris devienne une sorte de catalyseur, internationalement parlant, où des rencontres puissent se faire. Ici, à Excentris, on a l'avantage d'avoir des salles qui sont les Cadillacs, enfin, des salles de projection avec des équipements extraordinaires, pour présenter du cinéma d'auteurs indépendants de toutes sortes, de tout pays. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de villes canadiennes qui peuvent se targuer d'avoir cette possibilité-là. C'est-à-dire, non seulement Montréal a toujours été une ville de cinéma, mais d'autre part, d'avoir une salle de cette... en fait, 3 salles de cette qualité-là pour voir ce genre de cinéma-là, c'est très rare. Dans cette cathédrale, nous croyons donc être témoins d'un mariage entre les arts médiatiques et le cinéma indépendant. Mais c'est un mariage difficile, puisque les arts électroniques n'y ont pas encore une place de choix.
C'est donc un mariage comme les autres, avec ses hauts et ses bas. Daniel Langlois, pour moi, c'est un personnage, quelqu'un qui est très intelligent, très vite d'esprit. C'est quelqu'un qui est très généreux. En fait, pour Montréal, d'avoir donné à Montréal un bâtiment comme ça, c'est comme extraordinaire. C'est un gros cadeau qu'il fait à la culture montréalaise en donnant, en fin de compte, des facilités techniques pour augmenter la culture au cinématographique et nouveaux médias et électronique. La culture canadienne, est-ce qu'elle existe? Là, elle va me forcer à dire des choses. Moi, je connais... Oui. Non, je ne vais pas répondre à ça. Comment? Il faudrait que j'ai fait une enquête pour répondre à ça. Non, pour vous, Ben moi, nous, la culture... ça représente la culture canadienne? La culture, c'est la culture, pour moi, c'est la culture québécoise, parce que je ne connais pas la culture canadienne, je ne la connais pas. Et puis une culture, c'est pas juste quelques petites manifestations canadiennes, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire, qui a des racines profondes. Et ça, je connais pas ce que c'est que l'histoire du Canada anglais. Je sais pas. Je sais même à peine d'où ils viennent. Clap!